Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette soirée cinéma débat autour du film Recettes pour un monde meilleur. Alors, cette soirée a lieu dans le cadre du festival qui s'appelle Alimentaire, TE2RE, qui est un festival national, même un peu international, puisque c'est organisé par le CFSI, qui est le Comité français pour la solidarité internationale, vaste réseau qui regroupe des réseaux de solidarité internationale et qui organise chaque année donc ce festival entre octobre et novembre. Donc, nous sommes même le jour de la clôture. Voilà, donc on va finir ensemble. Et évidemment, étant donné les circonstances actuelles sanitaires un peu complexes, de nombreuses projections en direct dans les salles ont dû être annulées. Et grâce au partenariat passé entre le Festival alimentaire et la plateforme Imago TV, eh bien, on peut comme prolonger quand même et se retrouver bon, d'une autre façon derrière les écrans, mais quand même partager des moments autour de cette question importante de l'alimentation. Donc un grand merci à toutes les équipes du festival et de la plateforme Imago TV qui se sont mobilisées pour que ça puisse avoir lieu quand même, même en se retournant en très, très peu de temps. On est donc comme dans une petite salle de cinéma. Vous avez vu comme les choses sont bien faites. Et on va pouvoir dialoguer ensemble après le film. On parle là d'une soirée organisée par un collectif pour la transition écologique dans le Génois, donc autour de la commune nouvelle qui s'appelle Gênes-Val-de-Loire, près de Saumur, avec plusieurs intervenants. Il y aura donc trois intervenants qui vont être avec nous pour une espèce de débat un peu table ronde. Évidemment, on est derrière les écrans, hein, c'est pas comme en live, mais quand même. Donc on aura avec nous Isabelle Deveau, qui est la nouvelle élue maire de la commune de Gênes-Val-de-Loire, qui est aussi une des vice-présidentes de l'agglomération de Saumur-Val-de-Loire, dont fait partie cette commune, et qui est en charge du plan alimentaire territorial. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan alimentaire territorial? Ça va être l'occasion justement d'en savoir un peu plus, surtout nourri par le film qu'on va pouvoir voir ensemble. Nous aurons aussi avec nous Wilfried Combadière, qui travaille au Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, dont fait partie la commune, et qui est en charge des questions d'alimentation et d'agriculture, donc qui croise beaucoup d'expériences menées partout sur ce territoire sur ces questions-là. Donc, ça sera intéressant de voir ce qui existe déjà, ce qui est en train de se faire, ce qui pourrait se faire. Et puis nous aurons également Dominique Picard, qui elle est présidente du groupe de travail qui s'appelle Agriculture et Alimentation, dans une structure qui s'appelle le labo de l'ESS, ESS pour Économie sociale et solidaire, donc qui est un réseau aussi national qui travaille sur différentes thématiques liées à toutes les structures qui sont à l'intérieur de ce labo. Et donc là, particulièrement sur la question de l'alimentation, donc elle croise aussi beaucoup d'expériences un peu partout en France. Donc ça sera aussi un regard croisé au-delà du périmètre du territoire qui nous intéresse. Voilà. Je vais peut-être vous laisser en fait vous présenter un peu les uns après les autres en vous proposant une chose, c'est que à la fois vous pouvez vous présenter et puis peut-être donner un peu votre ressenti vous sur votre visionnage du film. Et puis après, intervenir sur un point particulier en fonction de ça. Je pense notamment, par rapport à Isabelle Deveau, on s'était dit c'est intéressant d'expliquer peut-être ce que c'est qu'un plan alimentaire territorial sous cette appellation administrative. Qu'est-ce qu'on entend par là? Peut-être on commence par vous, Isabelle Deveau. Je vous passe la parole. Merci. Bonsoir à chacun. Donc, moi d'abord, le premier mot qui me vient après avoir vu le film, c'est qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose? C'est vraiment, évidemment, on a envie de tout prendre et de tout mettre en action. Ces initiatives sont juste formidables, vraiment. Et comme quoi, hein, la volonté humaine, et quand il y a une dynamique commune, on peut faire bouger les choses. Sur le PAT, donc le projet alimentaire territorial, en quelques mots, c'est un choix que l'agglomération de Saumur-Val-de-Loire a fait d'opter pour mettre cela en place, à la fois pour avoir une production et une consommation durable,
mais aussi d'être un vrai soutien et un accompagnement pour toutes les exploitations agricoles qui sont quand même très, très nombreuses sur son territoire, avec une diversité de production qui est la grande culture, qui est aussi le maraîchage, qui est aussi la viticulture, et donc et l'arboriculture, n'oublions pas. Et donc des éléments forts d'un projet alimentaire, bien évidemment. Donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas si je vais plus loin sur l'explication du PAT. Je regarde le chef d'orchestre. On va pouvoir y revenir. Non, mais déjà, ça situe un petit peu voilà, ce qui se dessine dans cette agglomération, qui est quand même une grosse Oui, agglomération. C'est quand même 100 000 habitants, si je ne me trompe, hein, dont fait bon, partie oui. la commune de Mm, Genneval-de-Loire. Donc voilà, oui. ça paraît cohérent qu'il y a un Mm, moment où on se lance dans un plan qui permette de dresser des perspectives et de faire un plan d'action global, quoi. Donc, mais au fur et à mesure de la absolument. discussion, on pourra aller plus loin, bien sûr, et puis peut-être en fonction des remarques des participants dans la conversation. Mm. Wilfried Combadière, donc, du Parc naturel régional, qui est justement en charge de ces questions d'alimentation. Je vais le laisser aussi se présenter un petit peu, puis peut-être dire un ressenti sur le film, et puis à quoi ça lui a fait penser, peut-être, je ne sais pas, une autre expérience, peut-être croisée. Eh ben, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que j'avais des petits problèmes de son tout à l'heure. En fait, moi, je suis un peu du même avis que Madame Deveau. Je crois que ça donne super envie, hein. C'est vrai, quand on voit toutes ces personnalités, alors que ce soit des personnalités comme Ducasse ou des personnalités comme des paysans au Brésil, avec cette envie, on a l'impression qu'avec l'envie, on fait tout en fait, hein. On fait des trucs magnifiques. Moi, je retiens par exemple l'initiative de Moulineau sur Paris. C'est quelque chose sur lequel on bute d'année en année, cette question de collecte des déchets alimentaires. On a, on a, on a l'impression d'avoir fait pas mal de chemin sur le tri, et par contre sur la valorisation des déchets alimentaires, il y a énormément de choses. Et moi, le premier, je me dis, mais c'est impossible de faire quelque chose. Et quand je vois Moulineau, je me dis, bah non, en fait, même à Paris, il a réussi. Donc, il suffit d'être les bonnes personnes au bon moment, et il y a des trucs, il y a vraiment des choses géniales à faire. Et puis, je trouve que le film est sympa aussi parce que il aborde un peu toutes les questions d'alimentation. Alors, même s'il est très, très centré sur la restauration collective, je pense qu'on l'abordera largement. Il parle d'autres questions qui sont fondamentales quand on travaille sur des politiques publiques et alimentaires, que sont la santé, l'éducation, le social, avec l'exemple du Brésil à la fin, mais on a beaucoup d'exemples aussi en France, hein. Et du coup, c'est un film qui dresse un panel assez intéressant pour engager un débat sur l'alimentation. Merci Wilfried pour ce premier retour. Je passe la parole donc à Dominique Picard du labo de l'ESS, qui va d'ailleurs nous expliquer elle-même ce qu'elle y fait, plus en détail que je ne pourrais le faire, et puis après recueillir aussi son retour comme ça sur ce film, et puis à quoi ça lui a fait penser peut-être. Merci Philippe. Donc oui, moi je travaille, enfin de manière bénévole, hein, au labo de l'ESS, sur les questions, agriculture et alimentation durable, et avec, notamment Marc Alfandéry, qui a été un des créateurs des AMAP, hein, en France. Nous avons produit dernièrement un document, une étude d'action qui est, comment lutter contre la précarité alimentaire en favorisant l'accès de tous à une alimentation de qualité. Donc ça nous a amené à faire un petit tour de France, hein. On n'a pas vraiment eu le temps de faire l'ensemble de la France. D'abord, on n'aurait pas pu parce qu'il y a finalement énormément de choses qui se passent sur le territoire. Ça, c'est plutôt rassurant. Mais on a pu effectivement avoir des échanges avec des élus, avec évidemment des acteurs de l'ESS engagés dans les associations pour favoriser, par exemple, pour favoriser l'accès de tous à travers le vrac, par exemple. Donc c'est comment les habitants s'organisent pour passer des commandes, avec les jardins de cocagne, avec
avec voilà, une multitude comme ça d'exemples, mais de villes aussi. On a été voir Grande-Synthe d'ailleurs. On avait eu l'occasion de voir Damien Carême. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir des exemples qu'on peut trouver, sur lesquels on peut s'inspirer. Et c'est intéressant de voir dans ce film aussi que c'est un mouvement non seulement qu'on trouve en France, qui fourmille en France, mais aussi ailleurs, quoi. Et j'étais très intéressée par ce qui se passe au Brésil, parce que je pensais pas que Bolsonaro aurait gardé les programmes, effectivement, alors qu'on entend surtout beaucoup le fait que les petits paysans, dans le cadre de la politique que Lula avait menée, avaient été mis effectivement en sécurisation, je dirais, par rapport à leur production alimentaire, où il disait, d'ailleurs, il avait rappelé, je rappelle effectivement aux gouvernements mondiaux que les Brésiliens mangent 3 repas par jour, avait-il dit quand il était arrivé. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça a été gardé comme politique publique apparemment. Donc, on voit bien effectivement dans ce film, on voit la force du politique quand il veut mener. Damien Carême dit toujours que quand le politique veut faire quelque chose, il a le pouvoir de le faire. Donc, il met beaucoup en avant ça, ce pouvoir du politique. S'il le souhaite, il peut essayer de faire vraiment, quoi. Et donc ça, c'est important. Et puis l'autre aspect, c'est quand même la responsabilisation renvoyée aux citoyens, aux mangeurs, qu'on est tous, et qui fait que quand on mange, on fait un acte politique. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important, de très fort, parce que ça renvoie effectivement à nos choix personnels. Et c'est important aussi d'inclure dans ces choix, d'inclure les populations en difficulté, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils sont renvoyés sur l'aide alimentaire et sur le non-choix, avec l'idée de dire finalement ce qui est important, c'est qu'ils mangent, peu importe à la limite ce qu'ils mangent, l'important c'est qu'ils mangent. Et on voit bien que non, que ce qui est important, c'est aussi la façon dont ils mangent, parce que si on mange de la qualité, on a moins de maladies, et donc on est donc en meilleure santé évidemment. Et donc c'est la politique de prévention alimentaire qui est tout à fait importante. J'étais un peu longue, je suis désolée. Pas de souci, pas de souci. Non, non, mais c'est important qu'on puisse entrer dans le sujet de façon concrète et voilà, c'est une intervention qui permet bien ça aussi. Juste quelques retours de la salle. Déjà, plusieurs personnes qui donnent leur avis sur le film aussi, qui trouvent que voilà, que les initiatives présentées sont inspirantes, qu'il est intéressant, qu'il est plutôt très pédagogique, que c'est aussi un très beau reportage, et que la qualité de l'image a été soignée, et ça compte quand on veut faire partager des idées ou des propos comme ça. Et là aussi, il y a aussi, ça fait envie, qu'est-ce qu'on attend? Donc voilà, nous y voilà, ça rejoint ce qu'on se disait. Et alors, il y a deux sujets qui arrivent aussi dans la discussion. Alors d'abord, sur l'histoire du PAT, là, du programme alimentaire territorial. Projet alimentaire territorial. Projet alimentaire territorial. La question est posée de est-ce que c'est obligatoire pour les agglomérations ou non? Ou est-ce que qu'est-ce qui est obligatoire ou qu'est-ce qui est facultatif, jusqu'où ça peut aller en quelque sorte? Voilà. Et ensuite, il y aura une question sur recyclage et compostage. Mais déjà, pour cette première question, qui voudrait… Alors, Isabelle Deveau? le PAT, non, il n'y a pas d'obligation. C'est une volonté de l'agglomération d'y adhérer. Après, elle est retenue par un comité qui dépend du ministère de l'Agriculture, si ma mémoire est bonne. Et voilà. Et donc, l'agglomération de Semur-Val-de-Loire a été retenue en novembre 2018. Et depuis ce temps-là, nous travaillons sur ce PAT. Mais c'est vraiment une démarche volontaire. D'accord, d'accord. Donc, ça prend des configurations différentes selon les territoires, en fonction des volontés politiques, comme le disait Dominique Picard, et des mobilisations sur le territoire. D'accord. Est-ce que Wilfried ou Dominique, sur cette question du programme alimentaire territorial, décidément, du projet alimentaire territorial, et de son côté, à échelle variable selon les territoires, vous avez peut-être un retour là-dessus? Wilfried? Ah non, juste dire que c'est une chance pour les habitants de Saumur-Val-de-Loire d'avoir cet outil-là. Après, il faut s'en saisir. Donc, il y aura, on en reparlera plus tard, mais il y aura des temps d'échange avec la population. Donc, je pense que
sur ces thématiques de l'alimentation, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un espace de dialogue. On est tous capables de parler d'alimentation, mais à quel moment nos différentes visions de l'alimentation se croisent. Pour moi, c'est la plus grande qualité du PAT, c'est de pouvoir donner aux habitants un espace de dialogue, un lieu où on peut avoir différents avis. Je pense qu'on n'est pas tous d'accord, forcément. Pour y revenir peut-être après, c'est aussi un des paradoxes de l'alimentation, c'est que en fait, on dit souvent que l'alimentation, ça rassemble, mais aujourd'hui, ça divise aussi beaucoup. Et la seule façon pour avancer sur ces questions d'éventuels conflits, c'est de pouvoir avoir un espace de dialogue pour discuter, pour se comprendre. Et, et ça, le PAT doit le permettre et le permet. Oui. Si je peux compléter, je crois, sur cette dimension-là, justement, de cet espace de dialogue et de prise en compte des populations, il y a par exemple un PAT qui est très intéressant, qui s'appelle PAT Terre de Lorraine, qui est en Meurthe-et-Moselle et qui a beaucoup travaillé sur la gouvernance du PAT, parce que c'est vrai que c'est un vrai problème de gouvernance qui se pose, et en incluant d'emblée les populations en difficulté, notamment il y avait, avec ATD Quart Monde. Et c'est très intéressant parce que, de fait, ils confrontent ensemble leur vision par rapport à l'alimentation, et puis ils prennent en compte effectivement les conditions de vie des uns et des autres, et ils cheminent ensemble. Donc ça prend du temps, mais les décisions sont prises ensemble avec les populations concernées et notamment les plus précaires. Et je trouve que c'est très intéressant. Il y a aussi le PAT du Douaisis qui est très intéressant parce qu'il y a une impulsion du côté, par l'agglo, une impulsion, mais aussi une responsabilisation de chaque collectivité aussi qui est recherchée. Donc, mais à chaque fois, ce que j'ai noté, moi, c'est le soin qui est donné à la gouvernance. D'accord. On dit que c'est... Pardon, ces PAT, c'est quand même extrêmement complet, je trouve. Il y a... tout est pris en considération. Vraiment tout. Et je trouve que c'est justement ce qui rend très attractif et très intéressant ces PAT, dont après leur mise en place. Parce qu'il y a tellement d'enjeux autour de ces PAT que ça en est que plus riche et encore plus constructeur. Alors, c'est vrai que c'est une démarche qui est assez longue. Et quand on consulte la population pour avoir leur avis, il y a des retours sur ces avis et qui peuvent parfois leur paraître un peu longs, et on peut les comprendre, mais d'un autre côté, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que je pense en tout cas que la première phase d'un PAT, c'est de faire un état des lieux, et c'est important que cet état des lieux soit extrêmement bien fait et soit un peu sévère, si je peux dire, dans sa réalisation, de sorte à ce qu'on parte après sur des bonnes bases pour mettre en place une stratégie et des actions. Donc, auprès, en tout cas, du grand public, parfois, on peut comprendre que ça paraisse un peu long. Oui, c'est vrai. C'est nécessaire. Pardon, va. Alors, oui, c'est vrai que c'est compliqué de se dire comme ça sans trop connaître. Ah, c'est une chance. Comment, de quelle façon c'est une chance? Alors effectivement, comment on rentre dans la réflexion avec les institutions, les élus, etc. Et comment ça déclenche l'action et quelle place peuvent avoir les citoyens à l'intérieur de ça, au-delà de l'espace de parole. C'est un sujet qui est intéressant parce que je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui sont prêts à entrer dans la discussion en se disant bah oui, pourquoi pas, ça me concerne moi aussi. Mais du coup, est-ce que au-delà du diagnostic, comment l'action se met en œuvre et quelle place peuvent avoir les citoyens à l'intérieur de ça, par exemple? Peut-être à partir d'autres expériences qui sont déroulées, parce que visiblement, on est encore dans la phase des débuts, là, dans le Saumurois. Mais Oui, pour le Saumurois, oui. Mais une concertation a déjà eu lieu durant le diagnostic, à savoir justement comment les gens souhaitaient voir évoluer leur alimentation, sur les valeurs, sur les modes de vie, etc.
Donc, ça a été la première concertation. Et il y en aura d'autres qui viendront par la suite. On fait, d'ailleurs, je peux l'annoncer maintenant, le 16 décembre, on fera une réunion en direct, alors, par visio aussi, mais on fait toute une consultation et présentation du PAT pour toutes les personnes de l'agglomération, tous les habitants. Ok. C'est noté, c'est noté, on fera passer l'information. Est-ce que Wilfried ou Dominique, sur d'autres expériences comme ça, de la place qu'ont pu prendre les citoyens dans ces PAT? Wilfried? Je ne sais pas s'il faut trop rajouter là-dessus. Moi, je voyais qu'il y avait des questions dans le chat sur les questions de compostage. C'est vrai qu'on parle beaucoup de gaspillage alimentaire. C'est vrai que moi, je vois qu'on incite beaucoup les enfants dans les établissements scolaires à trier. Et moi, ce qui m'agace toujours, c'est que les enfants trient très bien. On arrive très bien à trier les déchets fermentescibles, sauf que les adultes, derrière, ils ont beaucoup de mal pour traiter ces matières fermentescibles. Et je trouve que c'est vraiment insupportable. Et effectivement, il y a des solutions de compostage dans les établissements. Donc, vous avez par exemple le collège de Montreuil-Bellay qui s'arrange avec le lycée de Montreuil-Bellay. Le lycée, c'est un lycée viticole, donc il a des déchets de taille, et donc les déchets sont mélangés avec les restes alimentaires du collège sur une plateforme de compostage. Donc il y a des solutions locales. Après, sur des villes comme Saumur, il faudra trouver des solutions de collecte et de traitement. Les établissements en ville n'auront pas la possibilité de traiter les déchets. Donc il y a à la fois des solutions innovantes au niveau de chacun des établissements à trouver, et il y a aussi des solutions collectives. Et je voulais insister là-dessus, la plupart des solutions sont quand même collectives. Et comment on monte ce collectif? Les associations jouent un rôle crucial sur notre territoire sur les questions d'alimentation. D'abord parce qu'elles ont souvent un temps d'avance, il faut le dire, sur les pouvoirs publics. Il y a quand même enfin, c'est eux qui nous titillent au niveau des collectivités. Ils sont créatifs, ils vont voir sur d'autres territoires, et ils développent vraiment de l'innovation. Et puis après, ben, ils sont une vraie force, hein, collectivement. Ça fait du monde, ça fait des capacités de travail sur le territoire, et ils montent des projets géniaux, hein. Alors on pourra en parler sur le Saumurois, mais il y a plein d'associations qui ont vraiment des projets déjà exemplaires. Donc le tout, c'est après comment on organise ça, et le PAT pourrait permettre de coordonner toutes ces initiatives pour en faire un vrai système alimentaire. Merci. C'est vrai que c'est important d'entendre ça, d'entendre de dire que les citoyens, via leurs associations, via les regroupements qui se font comme ça, peuvent avoir même des longueurs d'avance et dans tous les cas être partie prenante de ce qui se met en œuvre. Dominique? Moi, je rebondirais assez sur ce que vient de dire Wilfried sur la question du système alimentaire territorial. Parce qu'effectivement, et c'est ça un des enjeux des PAT aussi, c'est de traiter la question d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est-à-dire de la production à la consommation, mais en allant y compris jusqu'au réemploi, finalement, dans le cadre d'un circuit d'économie circulaire, finalement, hein. Mais l'économie circulaire, c'est pas simplement comment je réutilise les déchets, c'est comment je conçois dès le départ que ça va être réutilisé à la fin. C'est ça l'économie circulaire, c'est pas simplement le traiter à la fin, c'est le traiter du début à la fin. Et je trouve que c'est intéressant pour un PAT de prendre ça en considération, parce que du coup, ça oblige à penser la production, le type de production, et évidemment la distribution, la transformation, la consommation et la récupération. Et ce qui est très intéressant quand on traite du système alimentaire territorial dans sa globalité, et c'est ce que disait Moulineau, que je trouvais très intéressant, c'est aussi de dire on crée une nouvelle filière. On crée de nouvelles filières, donc on crée de nouveaux métiers et on crée de nouveaux emplois. Et ça, je pense que c'est très important de démontrer qu'effectivement, en agissant de cette manière-là, on crée de l'emploi aujourd'hui, puisque c'est toujours le maître mot quand même, la création de l'emploi. Mais là, c'est vraiment la manifestation de la transition
écologique, agroécologique, on va dire, dans sa plénitude. Moi, j'y suis assez sensible parce que parallèlement, je travaille sur un projet de transition agroécologique sur le nord de la région parisienne, sur le fameux triangle de Gonesse où devait se mettre en place Europa City. Et aujourd'hui, on essaye de voir comment on peut transformer ce territoire en un vrai territoire de transition agroécologique. Ben, je peux vous assurer que quand vous avez des élus qui sont partants, c'est quand même beaucoup mieux que quand vous avez des élus qui sont fixés sur le fait que, en fait, ce qu'il faut, c'est créer, c'est faire du béton, et puis, du moment que ça crée de l'emploi, c'est bien parce qu'on est dans un territoire pauvre. Et donc, il faut trouver de l'emploi pour les gens. Et ce qui est très intéressant, c'est de montrer qu'on peut créer de l'emploi autrement. Et de manière vertueuse pour les gens, pour l'environnement, pour leur santé, etc. Donc, c'est formidable que vous ayez des élus qui ont envie de faire des choses bien chez vous. C'est important. Le poids des élus est énorme. Bon, ok. Alors, le poids des élus est énorme et les citoyens, ils peuvent prendre leur place avec leurs associations et leurs réseaux. Bon, alors maintenant, comment ça marche et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Là, par exemple, il y a plusieurs, il y a des retours là sur je vous renvoie hein, les avis et les questionnements qui arrivent sur la messagerie. Alors d'abord, effectivement, tout à l'heure, Wilfried a parlé du recyclage, du compostage, et en disant que tiens, il y avait peut-être des idées à aller chercher du côté de la Vendée, où a priori, ils ont pris des longueurs d'avance là sur ces histoires de recyclage et compostage. Voilà une piste. Merci pour la piste. Et puis, que on peut peut-être faire des micro-stations de compostage dans les établissements. Après, il y a des questions évidemment sur la restauration scolaire, et notamment où il y a une question à propos des plats végétariens, où a priori, le plat végétarien, selon la loi, est obligatoire. Alors, il est obligatoire combien de fois par mois, qui veut dire… Ah bon, voilà, comment une ça fois se par passe semaine. Une fois par semaine. Ça va, voilà. Est-ce qu'on peut parler de ça, Wilfried ou Dominique, vous voulez… Juste pour introduire, c'est vrai que donc il y a une loi qui est sortie sur l'alimentation qui, alors, je vais dire, propose une expérimentation de 2 ans. Donc, elle a commencé depuis à peu près 1 an, hein, puisque c'était en octobre-novembre 2019, et pour 2 ans, donc qui propose aux collectivités d'organiser un repas végétarien par semaine. Voilà. Donc, c'est vrai que les situations sont très diverses. Il y a des collectivités qui ont joué le jeu à fond, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois organisé ce repas et ils ont vraiment créé des menus végétariens. Ensuite, on a, en cran en dessous, on a fait des menus végétariens, mais qui sont plutôt des menus où on a le repas moins la viande, donc on n'a que la garniture. Donc ça, voilà, on peut dire que ça respecte la loi. Ensuite, on a des fréquences qui sont plus éloignées, donc une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois. Et puis, on a aussi des collectivités qui n'ont pas proposé de repas végétariens. Donc, on a un peu toute la gradation. Et ce qu'il faut retenir, c'est une expérimentation. Donc, ce que le législateur n'a pas dit, c'est comment il va juger l'expérimentation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une expérimentation réussie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura sans doute un temps de réflexion dans environ 1 an où on devra se poser la question si oui ou non on continue sur ces repas réguliers végétariens. D'accord. Donc, si on considère que c'est important, ça veut dire qu'il faut continuer à se mobiliser cette année entre les élus et les associations, les citoyens, pour que ça puisse exister pleinement. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas Alain Ducasse dans sa cuisine de restauration scolaire pour faire des plats végétariens qui ressemblent à ce qu'on a vu dans le film. Mais bon. On peut avoir Gilles Davot en formation pour nos cuisines. Voilà, exactement. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on en a même voilà. plus près que ça. Voilà, d'ailleurs, je fais tout de suite une petite parenthèse de publicité, parce qu'effectivement, Gilles Davot a coécrit un livre avec un cuisinier de la région qui s'appelle Bruno Couder. Ils sont 4 même, il y a 2 autres femmes, à propos des fameuses légumineuses dont il parle dans le film. Je vous conseille ce film, donc ça s'appelle « Savez-vous goûter les légumineuses ?» Et alors, le fameux gâteau que les gens testent là, vous voyez les dames, ils font délicieux, à base de haricots rouges. Effectivement, j'ai pu l'expérimenter avec
avec Bruno Couder et c'est bluffant. Et ils apprennent aux formateurs des restaurations scolaires à faire ça. Voilà. Donc ça s'appelle « Savez-vous goûter les légumes secs ?» Voilà, pub. Oh, après tout, hein, les librairies rouvrent à peine, il faut les faire travailler. Dominique voulait intervenir. Non, je t'entends pas très bien là, Philippe. Là, je sais pas si pardon, je vais parler plus voilà, fort. plus près. Oui, je pense que la question effectivement d'apprentissage d'une autre manière de cuisiner, je disais tout à l'heure, elle concerne tout le monde parce que c'est pas évident et on le voit bien dans le film. Hein, c'est pas évident comme ça d'apprendre parce qu'on est dans dans des traditions culinaires en France où on est plutôt mangeur de viande, mangeur de poisson, enfin on a des plats bien consistants et on a moins cette capacité à cuisiner avec des plats uniques. On en a quelques-uns, mais je pense au couscous par exemple, qui est vraiment typiquement le plat avec moins de viande, le moins de viande possible peut-être dedans, mais en tout cas c'est un plat complet, quoi. C'est réapprendre à faire des plats complets en mélangeant, et c'est ce qu'il explique très bien, quoi, en mélangeant les céréales, les légumineuses, etc. Et on peut faire des plats complets qui sont beaucoup moins chers et qui permettent du coup de faire une alimentation de qualité à moindre coût. C'est ce qui me fait dire, pour ça, c'est ce qui me fait dire que même quand on est en situation de revenus, de faibles revenus, on peut cuisiner quand même des plats qui sont des plats complets. On a comme ça des témoignages de gens pauvres qui racontent comment effectivement on faisait des plats uniques parce qu'on ne pouvait pas faire plus, mais c'était des plats uniques qui pouvaient être complets. Et je pense que la question de l'apprentissage, c'est important. Et ce que je trouvais intéressant dans le film, c'est que c'est pas simplement l'apprentissage par rapport aux enfants, c'est l'apprentissage des cuisiniers eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire, on voit bien là aussi que c'est toute une chaîne qu'il faut mettre en apprentissage, comme quoi c'est pas chez nous naturel. Et puis c'est pas chez nous naturel. Je voyais un certain nombre de chiffres qui se mettaient, qu'on voyait dans le film, mais c'est vrai qu'on est un pays producteur. On est le pays le plus producteur hein, au niveau agriculture, au niveau européen, et on est extrêmement exportateur. Et c'est aussi ce qui explique que l'accent est beaucoup, beaucoup moins mis sur justement les productions végétales et que l'accent est énormément mis sur les grandes exploitations, il faut bien le dire, quoi. Donc, parce que ça pèse dans la balance extérieure du commerce. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu un frein et on est très en retard par rapport aux pays du Nord, par exemple, ça c'est sûr, par rapport au maraîchage, par rapport au bio, etc. Mais il faudrait aussi, effectivement, convaincre davantage la FNSEA. Enfin, ça, c'est un autre problème. Et en plus du végétarien, il y a aussi la loi Egalim demande d'avoir du bio, hein, un minimum de bio. Bon, le minimum est à 20%. Vous avez bien des cantines scolaires qui sont déjà à 30, 40, 50% de ce bio. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Effectivement, c'est une question qui fait partie une remarque qui fait partie là, de ce qui arrive dans la messagerie. Du coup, est-ce qu'on peut rêver de quoi là dans les cantines scolaires à venir du 20%, 30%, 40%, 100% comme à Mouansartou ou de quoi on rêve là en ce moment là? Oui, mais c'est pas le bio, c'est pas la même chose de dire 20% de bio si c'est pas du local. Tu peux avoir du bio qui vient de l'autre bout de la planète, et c'est ce qui risque de nous arriver. Et qui n'aura pas du tout les mêmes prescriptions du mot bio. C'est ça la grande différence. Donc, comme vous dites, il faut vraiment que ce soit du bio dont on ait l'assurance qu'il soit effectivement bien bio. Ça, c'est sûr. Mais pour le coup, réussir à avoir 20% de bio en 2022 dans nos cantines, il va falloir qu'on mette un sacré coup de main, hein, parce qu'on y est loin. Et le risque, du coup, c'est ça, c'est d'importer du bio d'ailleurs. Ouais. Alors, du coup, ça arrive, effectivement, c'est une question. Très loin dans les cantines scolaires. Comment? Dans les cantines scolaires, vous en avez qui ont dépassé les 20% déjà. Hein. Mais combien? Ouais. Voilà, c'est ça.
Alors, justement, sur la question du local, pas que bio, déjà, c'est bien, mais aussi local, c'est aussi une question qui arrive dans plusieurs directions. Il y a la question de qu'est-ce qu'on voudrait voir se développer comme outil de transformation alimentaire, par exemple, parce qu'il y a comment ça s'organise sur un territoire pour que de façon locale, on puisse à la fois s'approvisionner, là pour les restaurations, là, transformer s'il y a besoin de transformer, et puis et puis dans cette économie circulaire, ne pas avoir de déchets, puisque quelqu'un qui nous écrit là sur la messagerie, qui a déjà lu la source et les informations sur le PAT du Saumurois, qu'a priori dans le Saumurois, on jette quand même 40% des produits. Donc on a un petit peu de boulot à faire. Donc voilà, du coup, localement, est-ce qu'il existe déjà des filières locales? Qu'est-ce qui serait important ou prioritaire à développer pour qu'on puisse fournir et en bio et en local? Alors, les uns ou les autres, qui voudraient intervenir sur ce sujet-là? Effectivement, sur le diagnostic de notre PAT nous a fait remarquer qu'il y a beaucoup de déchets jetés. Tout ça parce que, notamment, au niveau de coopératives, vous avez un légume qui ne sera pas à la norme, qui ne sera pas longiligne, etc. Et donc, tout ça est jeté. Alors, dans le Saumurois, notamment à Brain-sur-Alonne, vous avez Valoris, qui est une association qui s'est créée avec Peggy et qui a transformé une friche industrielle en conserverie. Donc, elle récupère tous ces légumes qui sont jetés par les coopératives ou autres organismes et elle les transforme et elle en fait des bocaux. Avec les personnes qui travaillent là, sont des personnes qui sont en réinsertion. Ça, c'est vraiment une très, 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 très belle association et ce qu'elle fait est absolument formidable. Après, dans l'approvisionnement du bio, il faut qu'on arrive dans une cuisine à approvisionner les stocks de façon régulière. Et ça, ce n'est pas toujours très facile de trouver vraiment en local. Donc, il faut affiner ça, il faut mobiliser les exploitants à faire du bio et beaucoup plus que ce qui est produit aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Merci. Wilfried, sur le territoire du parc, comme ça, les circuits d'approvisionnement, de transformation Alors, ça va être un peu théorique ce que je dis, mais c'est pas théorique en fait. C'est que dans le domaine de l'alimentation, encore plus qu'ailleurs, on travaille par filière en fait. Et par filière et spécialisation. Ce qui veut dire que le territoire a été complètement gommé. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, l'origine des produits, ça n'avait aucune importance ni pour le consommateur, ni pour qui que ce soit. Et les filières se sont développées, ont été chercher leurs matières premières là où elles étaient la moins chères, ont transformé où c'était le moins cher et ont commercialisé là où il y avait une demande. Et on a eu une structuration de l'alimentation autour de ça. Je vous mets à côté de ça, là on est sur de la transformation alimentaire, pardon, et je vous mets à côté tous les circuits de distribution qui sont hyper centralisés. La France est quand même championne d'Europe sur les groupes de distribution alimentaire. Donc tout ça fait qu'on a travaillé en silo, on a travaillé en vertical, et aujourd'hui on s'aperçoit que ce n'était pas la bonne idée. Et notamment pour une raison fondamentale qui est la sécurité alimentaire. On en parle souvent pour les pays à l'autre bout du monde, mais ça nous arrive aussi. On l'a vu au travers de la crise du Covid. Tous les gens paniquent. On se demandait comment on allait manger, quoi. Et ces questions-là, c'est des questions d'avenir. Le territoire doit pouvoir avoir un minimum d'autonomie alimentaire, tant sur la production que sur la transformation. Et ça va mettre des décennies pour qu'on arrive à recréer des filières territoriales. Alors nous qui sommes parc naturel régional, c'est un de nos credos depuis des décennies de travailler sur une agriculture territoriale, une économie territoriale, une reterritorialisation des enjeux. Et ça veut dire notamment pour nous concrètement
faire le lien entre les entreprises et les consommateurs. Vous n'allez pas de toute façon convaincre une entreprise de s'approvisionner en local si derrière elle n'a pas des consommateurs qui sont prêts à acheter ses produits. Donc, on peut citer par exemple une entreprise qui est proche de chez vous, qui est une meunerie, qui est très axée sur le local. Pas sûr aujourd'hui que si elles sortent des produits avec des blés issus du territoire, elles vendent mieux ces produits qu'en s'approvisionnant ailleurs. Donc, c'est ce lien qu'il faut faire entre s'il y a véritablement une volonté des consommateurs d'aller vers ces filières-là, eh ben, travailler avec les entreprises de transformation pour développer ces filières. Et ça ne se fait pas en un clinquement de doigts, il va falloir du temps. Et on a déjà des initiatives. Les collègues du Perche, à côté de chez nous, ont créé la baguette du Perche, donc avec des producteurs de céréales qui produisent du blé, avec des meuniers qui s'approvisionnent auprès de ces producteurs, une marque au niveau des boulangeries et des clients qui sont fidélisés sur cette baguette du Perche. D'accord, merci pour ce retour. Dominique, non, sur le sujet, sur d'autres expériences comme ça Non, non, moi j'appuie complètement ce qui vient d'être dit. Je pense par exemple, justement, si je reprends notre association Karma là, sur le nord de la région parisienne, ça fait partie effectivement, là aussi parce qu'il y avait traditionnellement le pain de Gonesse, donc la question du pain, là aussi, hein, on retrouve, et on voit bien qu'on a perdu ce qui était ancré historiquement, je veux dire, dans les territoires. On a complètement perdu ça, pour tout ce que vient de dire Wilfried d'ailleurs. Et donc l'important, c'est de retrouver, cette unité entre la production et la consommation, en sachant qu'effectivement, c'est là où les collectivités locales, elles ont un rôle, alors notamment à travers, pour revenir à la restauration scolaire, c'est que du coup, les maraîchers ont besoin de savoir, pour se convertir, pour travailler sur la conversion, par exemple, à faire du maraîchage, c'est important pour eux de savoir qu'ils vont avoir des commandes qui vont venir des cantines scolaires, donc par le biais des collectivités territoriales et donc évidemment des appels par la commande publique. C'est important qu'il y ait ce joint qui soit fait parce qu'effectivement, s'ils n'ont pas cette assurance de pouvoir écouler leur production, on aura du mal à les convaincre à se convertir. Donc il y a vraiment ce lien très fort entre la production, la commande et la consommation, quoi, qui est extrêmement importante, avec effectivement, en termes de valeur ajoutée, tout ce qui est produit sur le territoire, et notamment en termes de transformation, de conserverie, etc., c'est ça qui produit aussi beaucoup plus de valeur ajoutée, même que la production. Donc tout ce qu'on peut recréer localement en valeur ajoutée, ça sera bénéfique pour l'ensemble du territoire. Et D'accord. à propos de soutenir les agriculteurs pour les installer, justement, c'est une vraie démarche aussi de l'aglo en souhaitant mettre en place une cuisine centrale où la réflexion a déjà commencé. Et avec non seulement un approvisionnement de produits en circuit court, bien évidemment, mais aussi la garantie auprès d'agriculteurs de prendre leurs légumes pendant X années. Voilà, ça les conforte dans leur installation ou dans leur transformation d'exploitation. Et ça, c'est vraiment un point très, très fort que sera cette cuisine centrale, c'est sûr. Et alors là, du coup, ça me fait penser à ce que disait Dominique à propos de son collègue Marc Alfandéry et des AMAP, puisque d'une certaine façon, les AMAP participent un peu, beaucoup plus modestement, évidemment, mais à ce mouvement-là, en sécurisant la diffusion des produits des maraîchers, apiculteurs, que sais-je encore, enfin, tous ceux qui ont des produits comme ça de l'agriculture à diffuser, et qui permet, en passant des contrats sur 6 mois ou sur 1 an, de leur sécuriser leur trésorerie et donc de leur offrir aussi une garantie sur les débouchés possibles, après plus modestement évidemment que le fait une aglo, mais ça devient une action complémentaire. Et dans la messagerie, il y a quelques témoignages aussi d'expériences intéressantes, parce qu'on a parlé de Valorise là dans le Saumurois. Il est question aussi de hors norme, OR apostrophe norme. Alors je n'en sais pas plus, mais qui a priori elle est d'être important
à valoriser. Et voilà, on parlait de Genval de Loire, quelqu'un cite le fournisseur des cantines conviviaux qui, a priori, propose des plats végétariens pas plus chers, a priori. Donc, bon, voilà, il y a peut-être à voir directement avec ce fournisseur-là. Et puis, des gens aussi qui disent qu'il y a une grande diversité de producteurs sur le territoire saumurois. Et c'est vrai qu'on n'est pas spécialisé, on n'est pas trop monoculture dans le coin. Donc, il y a sans doute, on a peut-être une potentielle longueur d'avance si on va construire ce qui va permettre de les solliciter tous, quoi. Voilà. Juste, je me permets, Philippe, dans le diagnostic du PAT, il a été fait un état des lieux de ce que l'on consomme sur ces 45 communes que constitue Saumur Val-de-Loire et ce qui est produit. Et on se rend compte qu'il y a 5 secteurs. Vous avez la viande bovine, vous avez la viande de volaille, où là, ce sont 2 secteurs dans lesquels nous sommes déficitaires, c'est-à-dire qu'on consomme plus que l'on ne produit. Par contre, en matière de pommes, en matière de légumes, en matière de pain, là, on est très largement excédentaire. On produit beaucoup plus que l'on ne consomme. Et en fait, si on se promène et si on sillonne les routes, on se rend compte que c'est exactement ça parce que on ne voit pas beaucoup de prés avec énormément de vaches dedans ou beaucoup de poulaillers, quoi. Donc, c'est sûr qu'en matière de maraîchage, on est largement pourvu. On peut même dire qu'on est un pays de cocagne. Le jardin de la France. Bah oui, Dominique, on va faire un peu les chauvins ici. Mais Autant qu'à Avignon. C'est différent. Ok, on s'approche de la fin. Juste par rapport à cette idée de pouvoir que les citoyens puissent participer à ce qui va se passer autour de ce plan alimentaire territorial. Ah, décidément, projet alimentaire territorial. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 16 décembre. C'est quoi? C'est un rendez-vous ouvert à tout le monde? C'est pour lancer une nouvelle dynamique? Oui, on appelle ça un live. Ça m'énerve un peu, c'est mon anglais, mais enfin, c'est comme ça. C'est ce qu'on fait en ce moment. C'est donc le mercredi 16 décembre de 18 à 20h. Et si vous voulez y assister, vous écrivez, parce qu'il faut s'inscrire pour participer à ça. On a une adresse mail, c'est projet-du-6 alimentaire@aglo.saumur.fr. Voilà. Et on vous attend le plus nombreux possible, de sorte à ce qu'on ait un maximum d'informations et surtout de bonnes idées, parce que tout le monde a des bonnes idées. D'accord. Est-ce qu'on le retrouve sur le site de l'Aglo? De l'Aglo, bien sûr. D'accord, voilà, parce que comme c'était une adresse un peu longue et complexe, à moins que quelqu'un ait pu dans le chat. C'est vrai qu'on parle beaucoup anglais, des chats, des lives. C'est un live qu'on vient de faire, c'est vrai. Ok. Oui. Bon, vous avez vu, je vous avais dit, ça allait passer très vite. Nous voilà déjà à 22 heures passées. Merci beaucoup à toutes les contributions qui ont été faites par la conversation par messagerie. C'est peut-être un peu frustrant, mais quand même, c'est intéressant parce que voilà, on a pu faire remonter vos avis, vos remarques et vos infos complémentaires. Merci Isabelle Deveau, merci Wilfried Combadière, merci Dominique Picard. Encore un grand merci au Festival Alimentaire et à la plateforme Imago qui nous permet ce genre de live, de projection, cinéma, débat et de faire avancer le sujet très important. Et puis, on se retrouve dans nos associations, etc., pour croiser les élus, les citoyens, pour faire avancer tout ça. À propos d'AMAP, on remercie aussi l'AMAP de Jeanne, qui était aussi partie prenante. Voilà, on peut encore accueillir des familles, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a plein de petites structures partout sur le territoire. Encore un grand merci à tout le monde et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonsoir à tout le monde.